Nous abordons ce soir un chapitre douloureux de l'histoire de la Suisse, sans doute le plus grand scandale social du pays, celui des enfants placés de force. Entre le 19e siècle et jusqu'en 1981, il serait 100 000 enfants concernés, peut-être beaucoup plus. Des enfants souvent arrachés à leur famille, jugés inadaptés, parce que pauvres, monoparentales, marginalisés ou de minorités ont été envoyés dans des instituts religieux, des orphelinats, des fermes, des familles d'accueil, des foyers. Et pour beaucoup, ils ont vécu des violences physiques, sexuelles, le travail forcé, les humiliations, l'exploitation. Après des décennies de silence, de honte, l'histoire commence enfin à être documentée. Des victimes témoignent et des voix s'élèvent comme celle que nous recevons aujourd'hui pour réclamer reconnaissance et réparation. Alain Mélan, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous faites partie de ces enfants placés et depuis plusieurs années, vous vous battez pour que l'on reconnaisse le statut de victime des enfants placés à travers l'association ATD Quart Monde Suisse qui lutte contre la pauvreté. Anne-Claire Brandt, bonsoir. Vous êtes vous aussi membre de l'équipe de recherche et d'action ATD Quart Monde. Fabienne Frieden, merci d'être avec nous. Vous êtes vous aussi une ancienne enfant placée. Vous êtes artiste, membre de l'association Bistrot d'échange et vous allez notamment nous raconter comment l'art vous a permis de vous reconstruire. Et en visio depuis la Suisse, Ursula Schneider-Schüttel, ancienne parlementaire et présidente de l'association Agir pour la dignité. Merci à tous les quatre d'être avec nous. On va commencer avec vous, Alain Mélan. Vous êtes né en 1956. À l'âge de 4 ans, vous avez été placé dans une famille de paysans. Et c'est à partir de là que le cauchemar a commencé. Oui, alors, depuis la naissance, on m'a mis à l'orphelinat. Et à 4 ans, on m'a placé de cette ferme. D'après les archives, je partais aux vacances. On m'a fait croire que c'était pour des vacances. Des vacances qui ont duré pas mal d'années, à peu près 10 ans. Je dirais que c'était un peu l'offert tous les jours. Qu'est-ce que vous avez subi pendant ces années? Tous les jours, j'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin, jusqu'à le soir. J'allais pas à l'école l'après-midi parce qu'il fallait travailler à la ferme. Le soir, j'étais souvent des fois prêté de d'autres fermes, entre guillemets, prêté, peut-être loué, pour faire le boulot. Et l'école l'instruction était vraiment mise à part. À part ça, il y a eu des coups, il y a eu la violence physique, morale, voire même des abus sexuels, des attouchements. Voilà, il y a mal nourri, privé de nourriture parce qu'on ne travaillait pas assez, donc on était punis. Je crois j'ai tout eu, quoi. Fabienne, vous aussi, comme Alain, vous avez subi ces violences? Moi, je les ai subies différemment. J'ai été placée à la naissance avec ma sœur jumelle. Et vers les 2 ans et demi, 3 ans, on nous a remis dans le foyer avec ma mère. J'avais des parents qui ne géraient rien du tout. Il y avait beaucoup de l'alcoolisme de la part du papa. Et, donc à la base, ce placement, c'était pour vous aider? Et la maltraitance, ça s'est fait dans le cadre de la famille directement, dès que je suis rentrée là-dedans. Et il y a eu des conséquences physiques que j'ai encore sur moi aujourd'hui. Et à 15 ans, on m'a fait partir de la maison et je n'ai plus jamais habité dans ma famille. Anne-Claire, comment est-ce que de telles dérives ont pu se produire? Pourquoi les autorités n'ont pas réagi? À l'époque, il n'y avait pas en place tout le système juridique pour contrôler ça. Et même, les gens n'ont pas réagi aux cris. Les gens en parlaient, voulaient sortir de ce silence-là. Et il a fallu des temps et des temps pour sortir. Il n'y avait personne parce pour les entendre. On ne les croyait pas. Je crois que les excuses présentées par la Confédération en 2013, qui ont dit très clairement « Vous n'êtes en rien coupable de ce que vous avez vécu et au nom du gouvernement, on vous demande pardon », ça a libéré toute une parole qui aujourd'hui se fait entendre et les gens osent parler en disant « Aujourd'hui, on n'est plus vu comme menteur. » Mais il faut vraiment savoir que dans les années avant, et le mouvement ATD Quart Monde, processus avant ATD Quart Monde a publié un livre, Les Suisses sans nom, en 84, mais les gens n'osaient pas écrire. Souvent, ils déchiraient ce qu'ils avaient écrit après en disant « on ne va pas nous croire, on va encore être de menteurs ». Donc, oui, là, il y a une grande progression, je pense, qui a libéré une parole par ces années-là qu'on vit. Ursula Schneider-Schüttel, à la base, ces enfants, ils étaient placés pour qu'on les sauve. Comment est-ce qu'il fonctionnait, ce contrôle social?
Alors, c'était les autorités qui ont constaté que quelque chose n'allait pas dans les familles, par exemple, et puis qui ont décidé de placer ces enfants. Mais comme Anne-Claire Brand a dit, il n'y avait pas de droit d'être écouté, il n'y avait pas de moyen de recours avant les années 80. Et puis, dans les années 80, on avait changé les lois. Maintenant, ça existe, les moyens de recours et le droit d'être entendu, mais il faut quand même relativiser parce que pas chacun, chacune peut se permettre d'aller dans une procédure. Et ce qui était le pire en principe, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de surveillance. Est-ce que les enfants étaient bien placés? Est-ce que les enfants étaient bien nourris, traités comme il faut? Et puis, Donc on les plaçait, ouais, mais il n'y avait pas de tout suivi ce qui derrière. se passait. Pardon? On Il n'y les... avait pas de suivi derrière, oui, c'est justement ça, ou trop peu. Et puis, les enfants placés ou d'autres personnes qui ont vécu des mesures de coercition à des fins d'assistance. Il y avait aussi des stérilisations, par exemple, de forcement aller travailler, voire des placements forcés. On enlevait les enfants des familles, des mères, des jeunes mamans, des fois. Elles n'avaient pas de moyens de suivre leurs enfants et les autorités ne l'ont pas fait non plus. Alors, il n'y avait pas vraiment cette surveillance comme on la connaît un peu mieux aujourd'hui. Oui. Vous parlez d'un travail forcé. Est-ce qu'on peut parler d'un esclavage institutionnel? Alain nous racontait qu'il était forcé à travailler dans cette ferme. Je pense qu'on peut vraiment parler de maltraitance et de violence institutionnelle. Parce qu'au fond, souvent même dans les dossiers qu'on a pu revoir après, bien sûr que les parents, à cette époque-là, on parlait d'eux comme des fainéants, des débiles, et donc ils ne pouvaient pas se défendre. Et la grande cause de ça a été la pauvreté en Suisse. Il faut savoir que tout ça, ça s'est passé parce que le pays était dans les 30 glorieuses années de son histoire. Dans la Suisse voulait cacher ses pauvres? Oui, elle cachait parce qu'elle était dans des années où tout le monde était accusé, ceux qui ne travaillaient pas, tout le monde était rendu responsable de la pauvreté. Et donc, on n'a pas su répondre à la situation de la pauvreté. On a cassé des familles et on a détruit, on les a piétinés, donc il y avait encore moins de combats possibles pour se présenter. Et ça, la grande question justement d'aujourd'hui, c'est comment on continue à voir cette pauvreté aujourd'hui et comment, voilà, on va en reparler de ce que l'État a mis en place. D'ailleurs, en 2017, le Conseil fédéral estimait entre 12 000 et 15 000 le nombre de victimes encore en vie. Est-ce qu'ils sont à jour, ces chiffres? Alors peut-être que Ursula Schüttel sera peut-être mieux au courant pour savoir, parce que vous étiez dans les... Je sais pas où être. Ursula, sur les chiffres? Oui, alors j'ai entendu ces chiffres 12 000, 15 000. On avait estimé qu'il y avait plus que 100 000 personnes qui ont souffert des mesures de coercition à des fins d'assistance. Alors, non seulement les placements, mais comme j'ai dit avant aussi par d'autres mesures de coercition. En tout cas, mais disons, ces chiffres qu'on avait calculés, c'était les chiffres des personnes qui étaient encore en vie. Et qui mais se je sont pense manifestées. que c'était sous-estimé. Je pense qu'il y en a plus. Et pour que l'État reconnaisse sa responsabilité, il a fallu attendre très longtemps, 2013, avec des excuses officielles de la Confédération. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, alors en charge du département de justice et police, brise le silence lors d'une cérémonie organisée à Berne. Écoutez. Mesdames et messieurs, vous n'êtes en rien coupables de ce que vous avez subi. Au nom du gouvernement suisse, sincèrement et du fond du cœur, je vous demande pardon pour les souffrances que vous ont été infligées. Alain, vous êtes même allé jusqu'à l'ONU à New York pour porter cette histoire. Et dans votre discours du 17 octobre 2024, vous dites, je vous cite, « Cette demande de pardon a été l'élément déclencheur pour que les personnes victimes de ces maltraitances puissent mettre des mots sur leur vécu, sur leur souffrance. » Ça a été le début de la réparation pour vous? Oui, parce qu'avant, on ne nous croyait pas. Quand on disait les choses, on nous traitait tout simplement de menteurs. Donc, il faut reconnaître que les enfants placés n'avaient pas beaucoup droit à la parole. Leur parole valait rien.
Donc, oui, ces excuses-là, c'était un moment de libération à la parole et puis de pouvoir mettre des mots sur notre souffrance, sur ce qu'on a vécu. Fabienne, cette reconnaissance est aussi pour vous le point de départ pour vous reconstruire? Moi, ça a été fait par surprise parce que j'ai pas suivi un peu ce qui se passait auparavant et je suis tombée dessus par hasard et ça m'a percuté directement et je me suis dit ça c'est mon histoire, il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour arriver parmi les enfants placés, ce que j'ai fait et je regrette pas quoi, j'ai fait ce qu'il fallait avec mes frères et sœurs et on a avancé avec tout ce monde. Et pour vous, Fabienne, cette reconnaissance, cette reconstruction, elle passe aussi par l'art. Vous exposez aujourd'hui votre parcours à Lausanne, au musée d'histoire de Berne. C'est jusqu'au mois de janvier. Autre exposition, il y a l'art, refuge de l'enfance volée, jusqu'au 24 décembre à la galerie Jean-Jacques Hoffechter à Fribourg. Elle montre comment l'art a permis donc à ces enfants placés de résister à la violence de leur situation. Ce travail de mémoire et de transmission, comment il se déroule ? Alors, je pense qu'il est essentiel. Là, on peut vraiment dire que le pays est sûrement un exemple pour d'autres pays en Europe ou dans le monde, parce qu'on ne veut pas taire cette histoire, on veut la valoriser maintenant. Et vous savez qu'il y a eu la loi de 2017 sur les mesures de coercition. Elle a prévu aussi des recherches scientifiques. Et donc, elles ont été menées et maintenant, personne ne veut les mettre dans des tiroirs. Il faut vraiment que ça serve. Donc, c'est vraiment très, très important de valoriser pour que, justement, ça ne se répète pas. Parce que ça peut se répéter aujourd'hui ou demain. Et là, dans ce sens-là, les premiers concernés... Est-ce que l'État participe aussi à ce travail de mémoire? Parce que vous êtes une association, mais est-ce qu'on vous aide? Oui, justement, avec l'État, je parle de là. C'est vraiment l'État qui a mis tout ça en place. Mais les premiers concernés qui voulaient participer à ces recherches, à cette mémoire, étaient les personnes qui l'avaient vécu. C'était les premiers qui voulaient comprendre pourquoi ce qu'on nous a dit pendant des dizaines d'années, c'est normal, ce que vous vivez. Non, c'était pas normal. Donc, il a fallu tout un processus pour permettre aux personnes ayant vécu ça, il y a eu beaucoup d'associations qui se sont mises ensemble et des recherches pour participer à ces recherches du pays. Et c'est pour ça que maintenant, avec cette exposition Placés, internés, oubliés, ils sont vraiment au centre de cette exposition, avec un mémorial qui est fait, où il y a 1000 tiroirs, mais bien sûr, certains ne s'ouvrent plus parce que les gens sont morts dans ces situations ou sont décédés. Et il y a des centaines de tiroirs qui s'ouvrent où la vie, elle est là. On peut découvrir ce que les gens ont vécu. Ursula Schneider-Schüttel, est-ce que pour réparer ces existences abîmées, ça passe aussi par la compensation financière? Que fait la Confédération ? Alors, la Confédération a approuvé une loi, c'était suite à une initiative populaire, et cette loi a passé en 2017 et a permis de payer une somme de solidarité, c'était plutôt une contribution de solidarité de 25 000 francs par personne. Mais c'était quand même aussi relevé que ce n'était pas effectivement une réparation, c'était plutôt un geste qui a eu lieu. Il y avait ensuite une commission d'experts indépendants qui a aussi fait des demandes qui allaient plus loin, mais là, malheureusement, la Confédération n'a plus tellement fait pour faire avancer ces choses. Mais ce qui me semble important, c'était aussi mentionné en lien avec les organisations qui organisent des expositions ou qui organisent qu'il y en a des récits de vie, des anciens enfants placés, des anciennes personnes concernées, que ça peut se faire par les moyens que la Confédération a mis à disposition. On pourrait encore faire beaucoup plus, je pense, mais c'est un peu la volonté politique qui freine un peu. Alain, Fabienne, est-ce que c'est assez pour vous, ce qu'a mis en place l'État pour vous réparer? Vous savez, pour moi, les 25 000 francs, ça vaut rien. Je vous dis honnêtement, ça vaut rien. Parce qu'on ne peut pas mettre un prix sur ce qu'on a vécu. Par contre, j'aurais souhaité avoir une plaque commémorative au Palais fédéral, disant voilà ce que les enfants placés, internés, tout ce qui s'est... Voilà, une plaque
avec un petit monument, ça aurait été beaucoup, pour moi, plus valorisé. Est-ce qu'on vous a proposé un suivi psychologique? Non, jamais. Non. Ça, c'est débrouillons-nous si on en a besoin. Et aujourd'hui, il y a toujours ces d'anciens enfants placés qui viennent vous voir. Il y a toujours des témoignages qui ressortent. Oui, et les gens nous disent que la vraie réparation, au fond, c'est sûr, la réparation, ça a été quand même une reconnaissance de passer de coupable à victime. Mais au fond, la vraie réparation, c'est de sortir d'un rôle de victime pour devenir acteur dans le pays, acteur de changement, actrice de changement. Et ça, c'est ce qu'ont fait toutes les associations. Bien sûr, ATD Quart Monde le fait depuis son origine en 1970 en Suisse. Il est né dans cette période où les familles, elles ne comprenaient pas ce qu'elles vivaient. Donc, mais il faut vraiment que tout le monde se mette ensemble pour rendre les gens qui ont cette expérience d'un vécu, qui ont une expérience de la pauvreté et un savoir, deviennent des experts à part égale des scientifiques et des professionnels. C'est ce qu'on appelle des recherches en croisement des savoirs que l'on pratique et qu'on espère que le pays va pratiquer de plus en plus. Est-ce que le pays aujourd'hui cache toujours ses pauvres? Pourquoi est-ce que ce problème il a été perçu comme un problème social à éliminer? Alors ça, c'est la recherche qu'on a menée justement, qui s'appelle Pauvreté, Identité, Société. C'est un des premiers enseignements qui est tiré. C'est qu'aujourd'hui encore, il y a une méconnaissance profonde de ce qu'est la pauvreté et de ce qu'elle signifie. Ça veut dire que c'est des autres qui vont définir la pauvreté. Et voilà, la pauvreté, c'est des gens irresponsables, des gens qui ne veulent pas, et ça. Et donc, c'était de chercher ensemble comment définir et faire que le pays apprenne mieux à connaître cette réalité avec ceux qui la vivent. Donc, ça, c'est un point très, très important. Et puis, ce qui continue aussi, c'est quand même ce qu'on appelle le dysfonctionnement institutionnel entre cette aide et ce contrôle. Eh bien, nos institutions, elles sont encore très empreintes de cette histoire. Ça veut dire qu'on parle d'autodétermination tout en te disant, mais voilà le chemin à suivre, ce qu'il faut faire. Donc, c'est très, très dur pour les gens. Ils continuent à vivre dans cette peur du contrôle. Et la peur même de demander parfois de l'aide parce que peut-être que ça va retomber sur nos enfants et sur le placement des enfants. Oui, le placement des enfants pour cause de pauvreté continue dans le pays et on espère que voilà, on pourra en faire quelque chose qui interroge le pays. Ursula Schneider, on l'a dit, donc le placement des enfants continue encore aujourd'hui. Comment ça se passe ? Alors aujourd'hui, il y a une autre procédure qu'à l'époque et le placement des enfants, c'est vraiment la dernière des mesures. Ça arrive toujours, des fois c'est nécessaire, utile de sortir les familles pour un certain temps, mais ce qu'il faudrait encore soutenir plus, c'est en principe l'aide aux familles, alors le soutien à la famille qui est beaucoup plus important. Alors, à mon avis, il faut encore faire pas mal d'efforts pour pouvoir laisser les enfants à la maison, chez leur famille, et puis soutenir la famille et l'accompagner. Il y a justement eu une prise de position de la Confédération qui a dit qu'ils veulent, alors qu'ils veulent mieux faire ou améliorer les lois en vue des placements des enfants. Et alors, puis mieux protéger les enfants, mieux protéger les familles. Sur 9 millions d'habitants en Suisse, il y a 2 millions de personnes qui sont à la limite du seuil de pauvreté aujourd'hui. La Suisse n'assume pas ses pauvres. C'est une tare d'être pauvre en Suisse ? Alors ça, c'est sûr que c'est une tare. Dans notre recherche, des gens avec l'expérience de la pauvreté avaient créé un tiroir en disant, voilà, on est dedans, mais on nous cache, on invisibilise la pauvreté. J'ai entendu de nouveau une étude qui sort des chiffres et qui dit, voilà, les cas sociaux en Suisse vont encore de nouveau se multiplier. Mais vous vous rendez compte, quand on nomme ça des cas sociaux, comme on l'a nommé, ça veut dire qu'on isole les gens alors qu'il faut absolument voir cette réalité systémique qui est dans le pays et qui fait que la pauvreté continue. Oui. Vous attendez quoi aujourd'hui de l'État, Alain ? Je dirais beaucoup de choses à la fois, pas grand-chose non plus. C'est-à-dire, je vous dirais que des fois, l'État prenne conscience de la pauvreté où elle est,
de la manière dont les jeunes la vivent, et surtout qu'ils fassent des mesures, mais que ces mesures soient applicables immédiatement. Parce que c'est facile chez nous, on prend des mesures, on analyse, on vote, et puis 10 ans après, c'est peut-être encore pas mis en place. Donc, je crois que là-dessus, il faut que ce soit un peu plus rapide. Et vous, Fabienne? Ben, moi, je suis pas tellement convaincue qu'il y a beaucoup qui a été fait et qui se fera encore. D'un autre côté... Vous avez de l'espoir quand même que les choses continuent de progresser ça positivement? dépend dans quelle matière on est. Moi, par exemple, je suis une petite citoyenne dans mon pays et puis ce que je fais en ce moment, j'ai commencé d'aller dans les écoles de mon canton et puis on va parler avec les enfants sur ce sujet-là. Et c'est une petite participation, mais est-ce que ça servira à tout changer? Je ne suis pas convaincue. En tout cas, votre voix a été entendue ce soir. Merci à tous d'avoir participé à ce débat.